trahi par son propre ami, empoisonné et laissé pour mort. Agbo aurait dû disparaître à jamais. Mais le destin en a décidé autrement. Contre toute attente, il est revenu d'entre les morts, et avec lui, un pouvoir que personne n'aurait pu imaginer. Désormais, les foules affluent vers lui, les médecins chuchotent son nom, et même les plus sceptiques doutent de leur certitude. Mais jusqu'où ira son incroyable don? Un récit de trahison, de résurrection et de miracle. Préparez-vous à découvrir l'histoire d'Agbo, l'homme que la mort n'a pas pu retenir. Il était une fois, dans un village reculé, un homme nommé Agbo. Un homme bon, apprécié de tous, mais dont la vie bascula du jour au lendemain. Agbo n'était pas homme à se plaindre. Il avait appris à supporter la fatigue, à ignorer la faim qui tordait son ventre, à afficher un sourire malgré l'angoisse qui le rongeait. Dans ce monde, un homme n'a pas le droit de fléchir, surtout quand sa famille compte sur lui. Chaque matin, avant même que le jour ne perce l'horizon, il quittait leur modeste maison. Un bref salut à sa femme, Nana, quelques mots à ses enfants, Ojo, 18 ans, qui voulait déjà se donner des airs d'adulte, Ekpo, 16 ans, plus discret mais tout aussi attentif, et la petite Malia, 12 ans, qui courait toujours après lui jusqu'au portail, l'observant s'éloigner. Agbo faisait tout son possible. Il réparait, transportait, creusait, soulevait des charges trop lourdes pour son dos usé. Peu importait le travail, du moment qu'il rapportait de quoi nourrir les siens. Son seul objectif, leur épargner le poids du combat qu'il menait chaque jour. Mais certaines batailles sont perdues d'avance. Ce matin-là, en soulevant une charpente en bois dans un chantier où il était engagé comme manœuvre, lui et ses 3 amis de galère, une douleur fulgurante lui transperça la poitrine. Ce n'était pas une simple courbature, mais quelque chose de plus sournois, de menaçant. Il s'arrêta un instant, la main sur son torse, cherchant son souffle. Les autres ouvriers lui jetèrent un regard furtif, mais personne ne s'arrêta. Ici, la faiblesse n'avait pas sa place. Il rentra plus tôt que prévu. Le soir, il tenta de rassurer Nana avec un sourire, mais elle n'était pas dupe. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle. « Rien, juste de la fatigue. » Mais cette fatigue ne passa pas. Ni le lendemain, ni les jours suivants. La douleur s'intensifia, son souffle se fit court, et bientôt, même se lever devint une épreuve. Nana n'eut pas le choix. Elle vendit ce qu'elle pouvait, sollicita l'aide des amis d'Agbo. Certains contribuèrent, d'autres détournèrent le regard. Quant à sa famille. Il va s'en sortir, non? Ce n'est qu'un malaise passager. Depuis qu'il s'est marié, il a oublié qu'on existait. Nous aussi, on a nos problèmes. Le poids du combat d'Agbo, si longtemps porté en silence, devenait une évidence. Mais qui, désormais, prendrait le relais? Le silence qui suivit ces mots résonna comme une gifle. Des excuses maladroites, des justifications creuses, mais Nana n'avait pas le temps pour ça. Elle se battit, cherchant encore de l'argent, pendant qu'Agbo luttait contre une maladie qui ne lui laissait aucun répit. Jusqu'au jour où il ne put plus se battre. Lorsqu'il rendit son dernier souffle, un cri déchirant traversa l'hôpital. Nana s'effondra, inconsolable. Ojo, figé, refusait de croire que son père était parti. Ekpo serra les poings, retenant une douleur qu'il ne savait exprimer. Quant à Malia, elle sanglota comme si son cœur venait de se briser en 1000 morceaux. Puis, soudainement, la famille d'Agbo réapparut. Drapés de noir, parlant à voix basse, secouant la tête d'un air grave, ils donnaient l'illusion d'une présence constante. Mais Nana et ses enfants n'avaient rien oublié. « Pourquoi êtes-vous venus » lâcha Ojo d'une voix tremblante. « Où étiez-vous quand il avait besoin de vous » ajouta Ekpo, le regard brûlant de colère. Personne ne répondit. Il n'y avait rien à dire. Les obsèques furent lourdes de larmes, de regrets et de rancune. Malia s'agenouilla près du cercueil. « Papa, comment on va faire sans toi » Personne n'avait de réponse. Agbo n'était plus là, et ils allaient devoir affronter le monde seuls. Mais l'enterrement ne fut pas qu'un moment de deuil. Dans l'ombre, une autre bataille se préparait. Sous la grande tente dressée devant la maison, entre murmures et regards échangés, la famille paternelle commençait à parler de l'avenir et de la maison. Après l'enterrement, Nana et les enfants devront partir, déclara une voix rauque. Cette maison appartient à la famille. Agbo n'avait aucun titre foncier officiel, ajouta un autre. Elle doit nous revenir. Mais une voix plus ferme s'éleva. Vous voulez chasser une veuve et 3 orphelins?
Où iront-ils? Vous savez qu'ils n'ont nulle part où aller. Ce ne sont pas nos affaires. Depuis qu'il s'est marié, il nous a oubliés. Maintenant qu'il est parti, cette maison nous revient. Vous parlez comme s'ils étaient des étrangers. Agbo a construit sa vie ici. Ses enfants doivent rester. Mais la cupidité ne recule devant rien. La tension éclata comme un orage. Les voix s'élevèrent, les regards se firent plus durs, et bientôt, certains s'empoignèrent, prêts à en venir aux mains. Les voisins, mal à l'aise, murmuraient en arrière-plan. Une dispute en pleine veillée funèbre. Quelle honte! Soudain, une silhouette imposante se dessina à l'entrée de la cour. Bala, l'oncle d'Agbo, un homme à la voix grave et au regard perçant, balaya l'assemblée du regard avant de tonner. Alors, c'est ça votre priorité? Vous vous battez pour une maison alors que le corps de mon neveu est encore à la morgue. Un silence pesant s'abattit aussitôt. Bala s'avança, jaugeant un à un les membres de la famille. Vous me dégoûtez, cracha-t-il. Pendant qu'Agbo agonisait, qui parmi vous lui a tendu la main? Mais aujourd'hui, vous êtes là, avides comme des charognards. Quelques têtes s'inclinèrent, mais sur certains visages, la rancœur persistait. Bala, lui, n'avait pas que le deuil en tête. Quelque chose clochait. Agbo était un homme fort, robuste. Mourir si vite, sans explication? Il se tourna vers Nana, en larmes. Et dis-moi, quels étaient ses derniers symptômes? Une douleur dans la poitrine. Une fatigue soudaine. Puis il n'arrivait plus à respirer. Le regard de Bala s'assombrit. Sans perdre un instant, il se rendit à l'hôpital et interrogea les médecins. Son état s'est détérioré trop vite, avoua l'un d'eux. Nous avons trouvé cela étrange. Avez-vous fait des analyses? Pas encore, mais une autopsie est possible. Bala n'hésita pas. Faites-la. Je veux savoir. Quelques heures plus tard, le verdict tomba, empoisonnement. Le cœur serré, Bala retourna auprès de la famille. Qui avait voulu la mort d'Agbo? Il allait devoir creuser. Mais la nuit apporta une autre révélation. Un à un, ceux qui réclamaient la maison furent hantés par des cauchemars. J'ai vu Agbo, murmura l'un d'eux, blême. Il m'a dit que s'ils perdaient leur maison, ils viendraient nous chercher. D'autres firent le même rêve. L'atmosphère se glaça. La peur s'installa. On ne peut pas défier un mort. Laissez cette famille en paix. Ainsi, Nana et ses enfants purent rester. Le jour de l'enterrement, les cris d'adieu brisèrent le silence. Papa, ne nous abandonne pas. Nana, effondrée, répétait en boucle. Agbo, pourquoi m'as-tu laissé seul? L'émotion était insoutenable. Les sanglots des enfants résonnaient encore autour du cercueil, et même ceux qui avaient voulu chasser la famille baissèrent les yeux, honteux. Mais Bala, lui, n'en avait pas fini. Il savait que la mort d'Agbo cachait quelque chose de bien plus sombre. Avant de quitter la ville, il prit une décision, consulter un sage renommé. Ce dernier, connu pour sa clairvoyance, pourrait peut-être percer le mystère de cet empoisonnement. Il rassembla quelques membres de la famille et partit vers la demeure de l'homme mystique. Le sage les reçut dans une petite hutte enfumée, où l'odeur d'herbe brûlée flottait dans l'air. Il les écouta en silence, son regard perçant scrutant chaque visage, comme s'il lisait en eux. Puis, d'une voix grave, il déclara. Celui qui a tué Agbo n'est pas de sa famille. C'est un ami proche. Un homme qui travaillait avec lui. Un frisson parcourut l'assemblée. Bala serra les poings. Et qui est-ce? Demanda-t-il, la voix tendue. Le sage secoua lentement la tête. Son nom ne m'est pas révélé. Mais amenez-moi ceux qui ont travaillé avec lui ces derniers jours, et nous verrons bien. Bala hocha la tête. Il savait ce qu'il avait à faire. Quelques jours plus tard, après avoir mené des recherches, 3 ouvriers furent identifiés. C'étaient les derniers à avoir partagé le labeur d'Agbo avant sa mort. Ils furent convoqués sous prétexte d'une enquête. Nous savons qu'Agbo a été empoisonné, déclara Bala, son regard glacé. Les 3 hommes échangèrent des regards, l'air incrédule. Empoisonné? Qui aurait fait ça? Sans répondre, Bala les conduisit chez le sage. Celui-ci les observa un long moment avant de sortir un fil noir d'environ 1 mètre. Voici le test, annonça-t-il. Je vais poser ce fil sur votre nuque.
Vous devrez répéter ces paroles, je jure que je n'ai pas empoisonné Agbo. Si je mens, que ce fil m'étrangle. Les ouvriers acceptèrent, confiants. Le premier prononça la phrase sans incident. Le second aussi. Mais dès que le fil effleura la nuque du troisième, une chose inexplicable se produisit. Le fil se resserra brusquement. L'homme suffoqua, ses yeux s'agrandirent de terreur. Il porta les mains à sa gorge, cherchant à desserrer l'étreinte invisible. « Enlevez ça !» hurla-t-il, paniqué. « Je vais avouer. » Bala et les autres reculèrent, stupéfaits. L'assassin venait d'être démasqué. L'homme, à bout de souffle, tremblant sous le poids des regards accusateurs, savait qu'il n'avait plus d'échappatoire. « Parle !» ordonna Bala d'une voix menaçante. « Pourquoi as-tu tué Agbo ?» Lucien, l'ouvrier fautif, leva les yeux, évitant ceux de Bala et des autres. Sa voix n'était plus qu'un murmure. À la jalousie. Il inspira profondément et poursuivit, la voix brisée. Un étranger est venu sur notre chantier. Il cherchait un ouvrier pour un grand projet. Il nous a observés toute la journée, et à la fin, celui qu'il voulait, c'était Agbo. Bala serra les poings, ses jointures blanchissant sous l'effet de la rage contenue. Continue, ordonna-t-il d'une voix tranchante. Lucien baissa la tête, sa gorge nouée par la honte. Sa respiration était saccadée, son corps secoué de tremblements. Cet homme et Agbo ont échangé leur contact ce jour-là. Moi, j'étais derrière, je voyais tout. J'avais espéré que ce serait moi, souffla-t-il d'une voix rauque. Parce que je savais qu'après Agbo, j'étais le plus compétent. Si Agbo n'était plus là, c'est moi qui allais forcément être choisi. Ses mains se crispèrent sur ses genoux tandis qu'un lourd silence s'installait. Lorsqu'il releva enfin les yeux, une lueur éteinte y brillait. C'est pour ça que je l'ai empoisonné. L'aveu tomba comme une pierre dans un puits sans fond. Un froid glacial s'abattit sur la pièce. Même les deux autres ouvriers reculèrent instinctivement, comme s'il était devenu une créature impie. « Et tu es un monstre !» cracha l'un d'eux. « Tu veux dire que, pour un simple chantier, tu as ôté la vie d'un homme qui nous considérait comme ses frères ?» ajouta l'autre, la voix tremblante d'indignation. Lucien ne répondit pas. À quoi bon? Son crime l'avait déjà condamné. Bala, lui, ne pouvait plus contenir sa rage. Il fit un pas en avant, son souffle court, ses muscles tendus comme un arc prêt à rompre. « Tu n'as même pas honte ?» rugit-il. « Tu l'as tué pour un simple boulot ?» Lucien ferma les yeux, anticipant le coup qui allait s'abattre sur lui. Mais avant que Bala ne puisse lever la main, une voix ferme et impérieuse résonna dans la pièce. « Assez !» Le sage du village venait de parler. Son autorité était indiscutable. Bala, haletant, darda un regard furieux sur lui, mais le vieil homme ne vacilla pas. Demandez-lui comment il a fait. Il doit tout avouer. Un silence pesant s'installa. Bala inspira profondément, tentant de refouler la tempête qui grondait en lui. « Comment as-tu fait ?» Lucien se racla la gorge, sa voix à peine audible. « Nous avons l'habitude de boire après le travail. Ce jour-là, après la pause, nous sommes allés boire ensemble. Je savais qu'à un moment, il se lèverait pour aller se soulager. » Il marqua une pause, son regard fuyant, perdu dans le souvenir de son crime. « Chez moi, il y avait un serpent que j'avais tué il y a quelque temps. Un serpent très venimeux. J'avais récupéré son venin dans un petit flacon. Ce jour-là, quand Agbo s'est levé, j'ai pris son verre et j'y ai versé le venin. » Un murmure d'horreur parcourut l'assemblée. « Tu es un démon !» siffla l'un des ouvriers. Lucien serra les mâchoires, incapable de soutenir leur regard. Quand il est revenu, il a bu sans se douter de rien. Plus tard, alors que nous retournions travailler, il a commencé à ressentir des douleurs. Bala ne put se contenir plus longtemps. Dans un mouvement fulgurant, il attrapa Lucien par le col et le souleva légèrement du sol. « Tu l'as regardé souffrir et tu n'as rien dit. » Lucien suffoquait, le regard paniqué. « Il doit aller en prison !» s'exclama l'un des ouvriers. D'un geste brusque, Bala le relâcha, et Lucien s'écroula au sol, reprenant son souffle dans un râle. « On va à la police !» déclara Bala d'un ton sans appel. « Ce que tu as fait est un crime. » Mais avant que quiconque ne bouge, le sage leva la main. « Non. Ce n'est pas la peine. » Bala fronça les sourcils. « Pourquoi ?
Cet homme est un meurtrier, il doit payer. Le vieil homme esquissa un sourire froid. Il est déjà en train de payer. Un frisson parcourut l'assemblée. Tous tournèrent leurs regards vers Lucien, qui semblait de plus en plus nerveux. Dis-leur, ordonna le sage. Raconte ce que tu vis depuis qu'Agbo est mort. Lucien hésita. Ses lèvres tremblaient. Vas-y, insista le sage. Il inspira difficilement, puis murmura d'une voix brisée. Depuis qu'Agbo est mort, je n'ai plus fermé l'œil. Dès que j'essaie de dormir, je le vois. Son visage. Son regard fixe. Il me réveille aussitôt. Il déglutit péniblement, le regard hanté. Je n'ai pas dormi depuis sa mort. Un silence pesant enveloppa la pièce. Bala et les autres ouvriers échangèrent des regards inquiets. Le sage hocha lentement la tête. Tu peux rester en vie, mais ne dors pas. Lucien cligna des yeux, hébété. Quoi? Le vieil homme ne détourna pas le regard. Le jour où tu réussiras à dormir, ce sera pour toujours. Un frisson d'effroi parcourut la pièce. Agbo viendra te chercher lui-même. Lucien pâlit. Son souffle s'accéléra. Ses mains tremblèrent. Non, non, ce n'est pas possible. Le sage resta impassible. C'est la justice d'un homme mort dans la souffrance, trahi par un ami. Les ouvriers et les membres de la famille secouèrent la tête, dégoûtés. Bala s'avança et fixa Lucien d'un regard chargé de mépris. Tu as creusé ta propre tombe. Le sage reçut son paiement. Puis, sans un mot de plus, ils quittèrent la pièce, laissant Lucien seul avec son destin. Quelques jours plus tard, la rumeur se répandit dans tout le village comme une traînée de poudre. L'homme qui avait tué Agbo était devenu une épave vivante. Ses yeux, injectés de sang, trahissaient des nuits sans sommeil. Ses traits s'étaient creusés, sa peau pendait sur ses os. Il titubait comme une ombre, incapable de trouver le repos. Chaque jour, il s'affaiblissait un peu plus. Puis, une nuit, l'épuisement eut raison de lui. Lucien finit par s'effondrer, son corps cédant enfin au sommeil. Mais il ne se réveilla jamais. Au matin, on le retrouva inerte. Ses paupières closes, son visage figé dans une expression d'effroi indicible. Son propre sort s'était refermé sur lui, implacable. Lorsque son cercueil fut descendu dans la terre, tout le quartier ne parlait plus que d'une chose, la justice d'Agbo avait frappé. La vengeance des morts. La vie continua, s'installant doucement dans la maison qu'il avait laissée derrière lui. Dans les premiers jours, la douleur de son absence fut amortie par les dons de quelques âmes compatissantes. Grâce à ses contributions, Nana, sa veuve, put nourrir ses enfants et payer leurs frais de scolarité. Ojo, l'aîné, et Ekpo, son jeune frère, continuaient d'aller à l'école, s'accrochant à leur routine pour ne pas sombrer. Mais à mesure que les semaines s'écoulaient, la réalité les rattrapa, l'argent s'amenuisait. Bientôt, il ne resta plus rien. Alors, Nana se leva et prit une décision. Elle louerait une table au marché, vendrait des denrées alimentaires. Le travail était rude, les journées longues, les clients exigeants. Ses jambes lui semblaient peser des tonnes après des heures passées debout. Mais elle n'avait pas le choix. Son mari avait toujours été un battant. À son tour d'apprendre à lutter. Pendant ce temps, Ojo poursuivait sa routine scolaire, s'accrochant à l'espoir ténu d'un avenir meilleur. Un jour, son ami Dario partit rendre visite à sa cousine dans un quartier éloigné. Belveda. Un lieu connu pour ses terres sauvages, sa végétation luxuriante et ses sentiers bordés d'arbres majestueux. Alors qu'il marchait le long d'une route poussiéreuse, son regard glissa distraitement vers un petit maquis. L'endroit bourdonnait de vie. Des rires fusaient, des bouteilles s'entrechoquaient. Puis il s'arrêta net. Un homme était assis à une table, une bouteille devant lui. Il ne voyait que son dos, mais quelque chose dans cette posture, cette carrure, lui semblait étrangement familier. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Il fixa la silhouette un long moment, incapable de bouger. C'est bizarre, cette allure. Un sentiment diffus d'inquiétude l'envahit, mais il finit par secouer la tête. Une simple coïncidence. Il haussa les épaules et reprit son chemin. Pourtant, alors qu'il marchait vers la maison de sa cousine, l'image le hantait. Cette posture. Cette façon de bouger. Ses épaules larges et courbées. Cela lui rappelait Agbo. Mais c'était impossible. Agbo était mort.
Dario tenta de chasser cette pensée absurde et passa la journée avec sa cousine. Mais, au moment de repartir, il sentit son estomac se nouer. Il allait repasser devant le maquis. Son regard fut irrésistiblement attiré vers la terrasse. L'homme était toujours là. Assis exactement au même endroit. Une bouteille en main. Son cœur rata un battement. Il resta figé, une sueur froide coulant dans son dos. Juste une ressemblance, murmura-t-il, tentant de se convaincre. Il rentra chez lui, mais cette vision ne le quitta plus. Quelques jours plus tard, une force invisible le poussa à retourner voir sa cousine. En arrivant à Belvéda, un étrange pressentiment s'empara de lui. Il hésita, pris d'un frisson incontrôlable. Puis, incapable de lutter contre cette sensation, il tourna lentement la tête vers le maquis. L'homme était encore là. Toujours assis au même endroit. Toujours en train de boire. Son sang se glaça. Ce n'est pas normal? Un doute s'insinua en lui, vicieux, implacable. Et si, non, c'était impossible, n'est-ce pas? Déstabilisé, Dario ne pouvait garder cette découverte pour lui. Il devait en parler à quelqu'un de confiance. Après les cours, il retrouva Shima, un ami qu'ils avaient en commun avec Hojo. Le cœur battant, il lui raconta tout. Depuis quelques jours, je rends visite à ma cousine à Belvéda, et là-bas, il y a un maquis. Shima haussa un sourcil, intrigué. Et alors? Il y a un homme qui est toujours assis là. Et il ressemble énormément au père d'Hojo. Shima plissa les yeux. Tu parles d'Agbo? Hojo et Ekpo ont perdu leur père, tu te souviens? Je sais. Mais cet homme, c'est troublant. Tu as vu son visage? Non, juste son dos. Mais sa posture, sa carrure, sa façon de bouger. C'est lui, Shima. Ou alors, c'est quelqu'un qui lui ressemble trop. Shima réfléchit un instant. Si quelqu'un d'autre m'avait raconté ça, j'aurais ri. Mais toi, tu n'es pas du genre à inventer des histoires. Dario baissa la voix, hésitant. Je n'ai pas osé en parler à Hojo. Imagine que ce ne soit qu'une illusion. Je ne veux pas lui donner de faux espoirs. Shima hocha lentement la tête. Alors on va y aller ensemble. Je veux voir ça de mes propres yeux. Tu es sérieux? Plus que jamais. Le jour venu, ils prirent la route vers Belvéda. En approchant du maquis, Dario ralentit, une boule au ventre. Attends ici. Je vais voir s'il est là. Shima hocha la tête. Dario s'approcha prudemment, s'accrochant à l'espoir d'un malentendu. Mais non. L'homme était là. Un frisson glacé le traversa. Il recula lentement et fit signe à Shima de le rejoindre. Viens voir. Shima s'approcha, jeta un regard furtif à l'intérieur, puis se figea. Son teint se vida de son sang. Quoi? Tu l'as vu? Souffla Dario. Shima ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Enfin, dans un souffle rauque. Ce n'est pas une ressemblance. Dario sentit un vertige le prendre. Quoi? Shima le fixa, les yeux écarquillés. C'est lui, Dario. C'est Agbo. Un silence de plomb tomba entre eux. Impossible. Il est mort. On l'a enterré. Shima recula, son souffle saccadé. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais ce que je viens de voir. Ce n'est pas normal. Le soir même, ils retrouvèrent Hojo et Ekpo et leur racontèrent tout, sans omettre le moindre détail. Hojo croisa les bras, le regard sombre. Vous êtes sûr? On a vu ce qu'on a vu, répondit Shima d'une voix ferme. Un silence pesant s'installa. Hojo passa une main sur son visage, comme pour chasser un mauvais rêve. Si c'est vraiment lui, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ekpo, resté silencieux jusque-là, murmura. Si c'est lui, ça pourrait être son esprit. Tous frissonnèrent. Mais pourquoi est-il là? Pourquoi dans un maquis? Pourquoi boit-il comme un homme ordinaire? Dario secoua la tête, perdu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hojo inspira profondément. On doit voir un sage. Lui seul pourra nous dire ce qui se passe. Un regard passa entre eux. Ils savaient tous que cette nuit serait longue. Le silence pesait sur eux comme une chape de plomb.
L'idée même que le père d'Ojo puisse être encore là, quelque part entre le monde des vivants et celui des morts, les laissait pétrifiés. Mais il devait comprendre. Il devait savoir. Déterminés, les 4 garçons décidèrent de se rendre chez un sage du quartier voisin. Seul un homme de sagesse pourrait leur apporter des réponses. La nuit tombait lorsqu'ils atteignirent la demeure du sage. Une modeste maison aux murs d'argile, éclairée par la lueur vacillante d'une lampe à huile. L'air était chargé d'une odeur d'encens et de bois brûlé. Un silence presque sacré régnait autour d'eux. Ils demandèrent à voir le sage. Après quelques minutes, un homme d'âge mûr, vêtu d'un agbada bleu brodé de motifs anciens, les fit entrer dans une petite salle tapissée de tissus aux couleurs profondes. Son regard, perçant et énigmatique, sembla sonder leurs âmes avant même qu'ils ne parlent. « Que puis-je pour vous, mes enfants » demanda-t-il d'une voix posée. Ojo prit une inspiration tremblante avant de répondre. « Sage, nous avons vu quelque chose et nous ne savons pas quoi faire. » Le vieil homme les scruta un instant, notant leur nervosité. « Parlez-moi sans crainte. » Ojo raconta tout. De la première observation de Dario jusqu'au moment où Shima confirma l'impensable. Il décrivit ce qu'ils avaient ressenti en voyant cet homme, ce mélange d'incrédulité et de frayeur. Le sage resta silencieux, observant chacun d'eux comme s'il pesait le poids de leurs paroles. « Vous êtes certain de ce que vous dites » demanda-t-il enfin, sa voix grave résonnant dans la petite pièce. Son regard s'attarda sur Dario, celui qui semblait le plus convaincu. « Toi, mon fils, tu es sûr de ce que tu as vu » Dario serra les poings. « Sage, je connaissais bien leur père. Ce n'était pas une simple ressemblance. Si je n'avais vu que son dos, peut-être, mais ses gestes, sa posture, même ses vêtements, tout était identique. » Le sage hocha lentement la tête, comme si la réponse ne l'étonnait pas. « Si ce que vous dites est vrai, alors ne vous affolez pas. C'est possible. » Les garçons échangèrent un regard stupéfait. « Vous voulez dire que c'est réellement lui » balbutia Ekpo, la gorge nouée. Le sage prit une profonde inspiration. Ce genre de phénomène existe. Mais il faut agir avec prudence. Un silence tendu s'installa avant qu'il ne reprenne. Et écoutez-moi bien. Lorsqu'un homme meurt, son âme suit normalement son chemin. Certains se réincarnent, d'autres rejoignent directement l'autre monde. Mais il arrive que certains partent avant leur heure, des âmes errantes, incapables de trouver le repos. Les garçons frémirent. Si votre père est réellement là, alors son heure n'était pas encore venue. Il est mort prématurément, et c'est pour cela qu'il est encore parmi nous. Ojo avala difficilement sa salive. Mais, il vit comme un homme normal. Il mange, il boit. Le sage posa sur lui un regard empreint de sagesse. Ceux qui ont une volonté d'exister très forte peuvent prendre une forme physique et continuer une vie parmi nous. Mais il y a une différence, ils n'ont pas d'attache. Ils apparaissent et disparaissent, comme des ombres parmi les vivants. Ekpo fronça les sourcils, tentant de saisir l'ampleur de cette révélation. Vous voulez dire, qu'il n'a pas d'endroit où aller? Qu'il n'existe que par intermittence? Le sage hocha la tête. Exactement. Il ne dort pas, ne rentre pas chez lui. Il est là où son esprit a choisi de rester. Un frisson glacial parcourut Ojo. Mais pourquoi ce maquis? Pourquoi pas notre maison? Le sage esquissa un sourire triste. Voilà la vraie question. Il y a une raison pour laquelle il est attaché à cet endroit. Un souvenir, un désir inachevé. Peut-être qu'au moment de sa mort, il voulait simplement boire une dernière boisson, et cette envie est restée en lui. Les garçons se regardèrent, bouleversés. Peu importe la raison, continua le sage, une chose est sûre, il est piégé dans ce cycle. Et maintenant, vous devez décider. Voulez-vous le libérer? Un silence oppressant s'abattit sur la pièce, plus lourd que jamais. Les garçons retenaient leur souffle, le regard rivé sur le sage. L'espoir et la peur se mêlaient en eux dans un tourbillon étourdissant. Le maître, murmura Ojo, la gorge nouée. Est-ce que, nous pouvons le récupérer? Le sage observa leur visage tendu, puis hocha lentement la tête. Il existe une possibilité? Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas garanti. Et si vous tentez cette approche, vous devrez suivre mes instructions à la lettre. Les garçons se redressèrent, le cœur battant. L'intensité dans la voix du sage leur donnait la certitude que chaque mot comptait. Voici ce que vous devez faire, reprit-il d'un ton solennel.
vous, ses fils, devez aller sur place. Mais surtout, n'appelez pas son nom. N'essayez pas d'attirer son attention à distance. Approchez-vous de lui en silence, et, une fois assez près, saisissez-le fermement, sans hésitation. Hojo fronça les sourcils. Le saisir? Oui, c'est crucial, insista le sage. Il ne doit pas avoir le temps de réagir. Si vous lui laissez une seconde pour comprendre, il disparaîtra sous vos yeux. Vous devez être au moins 2 à l'agripper et ne surtout pas le lâcher. Un frisson parcourut Ekpo. Il sentit son estomac se nouer tandis qu'une question, plus terrifiante encore, lui brûlait les lèvres. Et, s'il nous attaque? Le sage arqua un sourcil, surpris, avant d'éclater de rire. Toi, on dirait que tu regardes trop de films d'horreur. Les autres garçons se tournèrent vers Ekpo, incrédules. Pourquoi il nous attaquerait? Raya Shima, tentant de détendre l'atmosphère. Mais, il était mort, s'exclama Ekpo en se redressant brusquement. Dans les films, quand quelqu'un revient comme ça, il finit toujours par faire quelque chose de bizarre. Imagine qu'on l'attrape et que, paf, il se met à nous mordre. Le sage secoua la tête, amusé, bien que son regard restait grave. Ekpo, il ne va pas vous mordre comme un zombie. Ce n'est pas une créature des ténèbres. C'est votre père. Il est comme un homme normal, mais il n'appartient plus tout à fait à ce monde. D'accord, admit Ekpo, peu convaincu. Mais s'il panique? S'il essaie de se débattre? Hojo poussa un soupir agacé. Tu crois vraiment qu'il va se transformer en monstre devant nous? C'est papa, Ekpo. Je sais, grogna ce dernier en croisant les bras. Mais ça reste bizarre? Le sage ne répondit pas tout de suite. Son sourire s'effaça peu à peu, laissant place à une expression plus grave. Et écoutez-moi bien. Une fois que vous l'aurez agrippé, commencez immédiatement à lui parler. Dites-lui qu'il vous a abandonné. Dites-lui qu'il est parti sans prévenir, qu'il vous a laissé seul. Remplissez son esprit d'émotions humaines, d'attaches terrestres. Les garçons échangèrent un regard perplexe. Pourquoi? Demanda Shima. Le sage les fixa intensément avant de répondre. Parce que vous ne devez jamais lui dire qu'il est mort. Un frisson collectif traversa le groupe. Pourquoi pas? Demanda Hojo, sa voix presque tremblante. Parce que s'il en prend conscience, il disparaîtra. Définitivement. Les mots tombèrent comme une sentence. Il faut maintenir son esprit ancré dans la réalité humaine, poursuivit le sage. Tant qu'il croit qu'il est toujours des vôtres, il restera. C'est la seule façon de l'amener jusqu'ici. Hojo passa une main sur son visage, tentant d'assimiler la gravité de la situation. Et après? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a amené? Le sage inspira profondément. Ne le lâchez sous aucun prétexte. Prenez un taxi, rentrez directement ici. Une fois sur place, je ferai ce qu'il faut pour essayer de le récupérer, définitivement. Un silence tendu s'installa. Et, si on y arrive? Si on réussit à le ramener, demanda Hojo. Il sera comme avant? Le sage marqua une pause avant de répondre d'une voix mesurée. Il reviendra, mais il ne sera plus exactement le même. Les garçons se figèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? S'inquiéta Dario. Le sage se pencha légèrement vers eux, comme s'il pesait encore ses paroles. Ceux qui reviennent ainsi, changent. Pas physiquement, non. Mais leur esprit, leur perception, parfois même leur essence, peuvent évoluer d'une manière inattendue. Certains développent des facultés inhabituelles. Le silence qui suivit était presque palpable. Quelle faculté? Murmura Shima, inquiet. Nous le découvrirons une fois qu'il sera là, répondit simplement le sage. Les garçons échangèrent un regard lourd de tension. Il n'y avait plus de retour en arrière. Maintenant, conclut le sage, votre mission est de le ramener. Et pour cela, il va falloir être prêt à tout. Les garçons échangèrent un dernier regard, conscients du poids de ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Tout cela semblait irréel, terrifiant. Mais ils n'avaient pas le choix. On fera exactement ce que vous avez dit, maître, déclara Hojo d'une voix ferme. Le sage les observa un instant, puis hocha la tête. Bien. Partez maintenant. Et souvenez-vous, quoi qu'il arrive, ne le lâchez pas. Les 4 amis acquiescèrent et se levèrent d'un même mouvement. Leur mission venait de commencer.
la route vers Belveda leur parut interminable. Le silence régnait entre eux, seulement brisé par le bruit rapide de leurs pas. Dario et Ojo ouvraient la marche, connaissant mieux le quartier et le maquis où Agbo avait été aperçu. Derrière, Ekpo et Shima suivaient, le regard sombre, le souffle court. Lorsqu'ils arrivèrent enfin devant le maquis, Ojo s'arrêta net et jeta un coup d'œil prudent à l'intérieur. Son cœur manqua un battement. Il est là. Les garçons se figèrent. Tu en es sûr, demanda Shima d'une voix rauque. J'aurais reconnu ce dos entre mille, murmura Ojo, la gorge nouée. Il recula, les traits crispés, et fit signe à Ekpo de regarder. Celui-ci s'approcha, les jambes tremblantes. Son regard se posa sur la silhouette voûtée de l'homme assis à la table. Une main solide serrait un verre à moitié vide. Même de dos, il n'y avait aucun doute possible. C'est lui, souffla Ekpo, déjà au bord des larmes. Dario et Shima échangèrent un regard avant de poser une main réconfortante sur ses épaules. On sait que c'est dur, dit doucement Ojo. Mais si on échoue, on ne sait pas ce qui arrivera. Un silence pesant s'installa. Ojo inspira profondément, puis raffermit sa prise sur la réalité. Il faut le ramener. On le ramène, confirma Ekpo d'une voix tremblante, mais résolue. Shima, va chercher un taxi et attends-nous près du portail. On ne doit pas traîner. Sans discuter, Shima s'élança vers la route principale, disparaissant dans la nuit. Les trois frères restants s'échangèrent un dernier regard. Souvenez-vous, chuchota Ojo. Ne lui parlez pas avant de l'avoir attrapé. Ils hochèrent la tête, puis avancèrent lentement vers le maquis. Leur cœur battait à tout rompre. À quelques mètres de leur père, le temps sembla ralentir. La peur, l'hésitation, les souvenirs d'une autre époque les envahirent, mais il était trop tard pour reculer. Ils inspirèrent profondément, et sprintèrent. Le premier choc fut brutal. Ojo, le plus robuste, s'abattit sur Agbo comme un fauve, l'agrippant par derrière et verrouillant ses bras. Dario bondit aussitôt, serrant son torse pour l'empêcher de bouger. Agbo sursauta violemment. Quoi? Mais... Il se débattit, tentant de tourner la tête, mais ses fils ne lui en laissèrent pas l'occasion. Papa! Cria Ojo, sa voix brisée par l'émotion. Pourquoi tu nous as laissés? Maman et notre petite sœur souffrent, ajouta Ekpo, les larmes aux yeux. Et toi, tu es là, à boire comme si de rien n'était. Les bras d'Agbo tremblèrent. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses pupilles vacillèrent, comme si quelque chose en lui vacillait aussi. Puis il paniqua. Ses mouvements devinrent frénétiques. Il lutta avec une force insoupçonnée, tentant d'arracher leurs mains de son corps. Leur emprise céda une fraction de seconde. Juste assez pour qu'il bascule sur le côté. Non! Hurla Ojo. Ils s'effondrèrent tous dans la poussière du maquis. Des tables furent renversées, des verres éclatèrent sur le sol. Un serveur s'exclama. Qu'est-ce qui se passe? Les clients se retournèrent, alertés par le tumulte. Agbo tenta de se relever, mais Ojo, d'un geste désespéré, bondit sur lui et l'enserra de toutes ses forces. Et tu ne partiras pas encore une fois. Les yeux d'Agbo s'écarquillèrent. Ses poings tremblèrent. Quelque chose dans son regard vacilla de nouveau, une lutte invisible se jouant en lui. Puis un klaxon retentit. Le taxi. Shima venait d'arriver en trombe. On l'embarque. Hurla Ojo. Dario et Ekpo se ruèrent pour l'aider à soulever leur père. Les clients du maquis observaient la scène avec curiosité et méfiance. Certains murmuraient entre eux, d'autres hésitaient à intervenir. C'est notre père, expliqua Ekpo d'une voix rapide. Il nous avait abandonnés et vient ici se réfugier pour boire. Quelques têtes hochèrent lentement. D'autres restaient figées dans l'incompréhension. Mais les garçons n'avaient pas le temps de s'attarder. Avec une énergie frénétique, ils traînèrent Agbo jusqu'au taxi. La portière s'ouvrit d'un coup. « Vous montez !» cria Ojo. Sans laisser le temps à Agbo de réagir, ils le poussèrent à l'intérieur et se ruèrent à sa suite. La portière claqua. « Conduisez !» lança Ojo au chauffeur, essoufflé. Le moteur rugit, et la voiture démarra en trombe, s'éloignant à toute allure dans la nuit. Le maquis s'effaçait derrière eux. Ils l'avaient eu. Mais tout n'était pas terminé. Les garçons soulevèrent tant bien que mal Agbo et le poussèrent dans le taxi. Il ne luttait plus,
mais son regard restait absent, comme s'il n'était déjà plus là. Le chauffeur, méfiant, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. On va où? Au sanctuaire. Vite. Avec toute cette poussière sur vous, la course sera chère. Prends ce que tu veux, mais roule. Lâcha Hojo, la voix tendue. Sans plus attendre, le moteur rugit et le taxi s'élança à toute vitesse dans la nuit. Dans l'habitacle, le silence était pesant. Hojo et Ekpo tenaient fermement leur père, comme s'ils craignaient qu'il ne s'évapore d'un instant à l'autre. « Papa, regarde-nous » murmura Ekpo. Mais Agbo ne répondit pas. Son visage restait figé, ses yeux vides fixant un point invisible. Lorsque le taxi s'arrêta devant le sanctuaire, le sage Abba attendait déjà. Son regard s'attarda sur Agbo, puis sur les garçons. Il hocha lentement la tête. « Amenez-le à l'intérieur. » Les fils d'Agbo s'exécutèrent. Cette fois, leur père n'opposa aucune résistance. Il avançait comme un homme brisé, un fantôme prisonnier de son propre corps. Dans l'ombre du temple, ils le conduisirent jusqu'à une pièce isolée où Abba les attendait. « Faites-le asseoir. » Ils obéirent, nerveux. « Maintenant, sortez. » Hojo hésita. « Maître, il ne va pas s'enfuir ?» Le sage planta son regard dans le sien. « Non. Il est ici, maintenant. » À contre-cœur, les garçons reculèrent. La porte se referma derrière eux dans un bruit sourd. Les heures passèrent. Derrière la porte close, Abba récitait des prières, sa voix entrecoupée de murmures incantatoires. Des ombres vacillaient sous la lueur des torchets. Dehors, les garçons attendaient, le cœur battant. « Pourquoi ça prend autant de temps ?» chuchota Ekpo. « C'est peut-être normal, » répondit Hojo, la gorge serrée. Soudain, la porte s'ouvrit. Abba apparut, un léger sourire sur le visage. « C'est fait. » Les garçons se précipitèrent à l'intérieur. Agbo était assis, son regard clair, débarrassé de son voile d'errance. Quand il vit ses fils, une larme roula sur sa joue. « Papa. » balbutia Hojo. « Tu nous reconnais ?» Un silence. Puis une voix, tremblante mais bien réelle. « Comment pourrais-je oublier mes fils ?» Le souffle d'Ekpo se coupa. « Papa, tu parles. » Et alors, les larmes jaillirent. Brisés par l'émotion, les garçons tombèrent à genoux devant Abba. « Merci, maître. » Le sage posa une main bienveillante sur leurs épaules. « Ne me remerciez pas. Remerciez vos ancêtres qui veillent sur vous. » Agbo observa ses fils, un regard empli de tendresse, mais derrière cette douceur se cachait une lueur différente. Quelque chose en lui avait changé, et bientôt, il comprendrait pourquoi. Le sage, qui l'avait scruté attentivement, leva les yeux vers les garçons, leur annonçant. « Je rends grâce, car votre père a retrouvé sa conscience. » Hojo et Ekpo restaient immobiles, leurs regards fixés sur lui. Le choc était encore trop grand. Leur père était là, vivant, devant eux. Un silence lourd s'installa, un silence empli de questions. « Comme je vous l'ai expliqué, » poursuivit le sage, « il est revenu parmi vous, mais il n'est plus le même homme. Il a changé, et ces transformations sont naturelles pour ceux qui reviennent. Lorsqu'un être revient, il ne revient jamais tout entier. Il ramène avec lui quelque chose, une faculté particulière. » Les garçons se figèrent, un frisson de curiosité et de crainte parcourant leurs veines. « Je vais lui laisser la parole, » ajouta le sage. « Il vous expliquera ce qu'il a vécu et ce qu'il sait désormais. » Tous les regards se tournèrent vers Agbo. Il inspira profondément, le regard traversé par des pensées qu'il n'avait pas encore toutes assimilées. Puis, lentement, il parla, sa voix grave et posée. « Quand vous êtes venu me chercher au maquis, j'ai voulu vous parler, mais je n'y arrivais pas. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. C'est lorsque le sage a agi qu'un voile s'est levé. Maintenant, je peux à nouveau parler, je peux enfin vous dire ce que j'ai vécu. » Il marqua une pause, ses yeux se perdant dans le vide, comme pour revenir à ce qu'il avait traversé. « Je sais que vous avez des questions. Vous voulez savoir où j'étais, ce qui m'est arrivé. » Ses fils étaient suspendus à ses lèvres, tout comme Dario et Shima, qui n'osaient pas respirer. Moi-même, je n'ai pas tout compris au début. Quand je suis mort, je suis arrivé ailleurs. Un endroit, un entre-deux. Mais là-bas, ils m'ont dit que ce n'était pas encore mon heure, que ma mort n'était pas programmée.
Il passa une main tremblante sur son visage, revivant l'instant de sa mort. J'étais bloqué. Ni vivant, ni mort. Et dans cet état, j'ai découvert quelque chose d'effrayant, tout ce que je pensais, tout ce que j'imaginais, cela devenait réalité. Ojo se redressa, perplexe. Comment ça? Si je pensais à un endroit, j'y étais instantanément. Si j'imaginais quelque chose, cela prenait forme devant moi. Alors, j'ai commencé à me perdre dans mes pensées. Je n'avais plus rien d'autre. Il esquissa un sourire triste, presque amer. J'ai toujours aimé boire, et c'est à cause de cela que j'ai été empoisonné. Mon esprit m'a donc ramené à l'endroit où tout a commencé, à ce maquis. Un endroit où personne ne me connaissait, où je pouvais disparaître. Un frisson glacé traversa Agbo. Papa, tu savais qu'on pouvait te retrouver? Agbo secoua la tête lentement. Non. Je pensais que vous ne pourriez jamais me voir. Je ne savais même pas que c'était possible. Il tourna son regard vers le sage. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous m'avez ramené. Et pour ça, je vous remercie. Le sage hocha la tête, impassible. Et qu'as-tu appris, là où tu étais? Agbo sourit faiblement. J'ai appris beaucoup de choses. Ma vision du monde a changé. Il balaya la pièce du regard, comme s'il voyait tout pour la première fois. Je vois les plantes autrement. Je sais lesquelles peuvent guérir, lesquelles peuvent sauver des vies. Je peux maintenant créer des remèdes, des tisanes, des mélanges. Des solutions pour des maladies que vous ne soupçonnez même pas. Les garçons restèrent sans voix, ébahis par la profondeur des changements qu'il avait traversés. Un lourd silence s'installa. Ojo et Ekpo se regardèrent, stupéfaits, cherchant à comprendre ce que leur père venait de leur révéler. Les mots semblaient trop vastes, trop incroyables pour être absorbés immédiatement. « Tu veux dire que tu es revenu avec cette connaissance ?» demanda finalement Ojo, la voix teintée d'incrédulité. Le sage croisa les bras, son regard serein. C'est la faculté avec laquelle il est revenu. Agbo hocha lentement la tête, les yeux chargés d'une gravité nouvelle. Je ne crois pas pouvoir reprendre la vie que j'avais avant, confia-t-il d'une voix rauque. Ce don que j'ai reçu. Peut-être est-ce la raison pour laquelle j'ai été autorisé à revenir, pour aider ceux qui souffrent. Ojo, tout en posant une main réconfortante sur son épaule, murmura. Papa, tu feras ce que ton cœur te dicte. Mais pour l'instant, il faut que tu rentres à la maison. Mais avant qu'Agbo ne puisse répondre, le sage abbin intervint d'une voix calme mais ferme. Pas tout de suite. Vous devez d'abord préparer le terrain. Les garçons se tournèrent vers lui, interloqués. Vous devez en parler à votre mère et à votre petite sœur. Leur expliquer ce qui s'est passé. Et surtout, vous ne pouvez pas rentrer en plein jour. Cela attirerait trop d'attention. Il marqua une pause, puis ajouta avec un regard pénétrant. Allez leur parler, préparez-les mentalement. Puis, ce soir, vous ferez revenir votre père à la maison. Ojo et Ekpo échangèrent un regard de compréhension, l'inquiétude et l'espoir mêlés dans leurs yeux. D'accord, maître, répondirent-ils en chœur. Ils se levèrent alors, se préparant à ce qui allait être une épreuve délicate. Le cœur lourd, ils quittèrent la pièce, laissant Agbo derrière eux, toujours aussi énigmatique. Quand ils franchirent le seuil de la maison, Nana, leur mère, les attendait, une expression inquiète marquée sur son visage. « Mais où étiez-vous passé? Je vous ai cherché partout. » Ojo s'approcha d'elle, une main sur son épaule, une pression douce mais significative. « Maman, assieds-toi. On doit te parler. » Elle les fixa, perplexe, mais obéit immédiatement. Leur petite sœur, Malia, s'approcha, curieuse de voir l'atmosphère soudainement lourde. Les garçons expliquèrent la situation à leur mère, qui ne pouvait tout simplement pas y croire. Les mots étaient trop fous, trop impossibles. Leur père, vivant. Elle secoua la tête, cherchant à repousser l'idée, mais une partie d'elle savait que quelque chose de plus grand se tramait. Le lendemain, la rumeur commença à se propager dans le quartier. D'abord timide, chuchotée, elle se transforma rapidement en un murmure insistant. « Tu as entendu? Il paraît qu'Agbo est vivant. » Certains riaient, d'autres étaient sceptiques, mais tous étaient curieux, captivés par cette légende vivante qui naissait devant leurs yeux. Les discussions s'intensifièrent. Quelques-uns refusaient d'y croire, d'autres affirmaient avoir déjà entendu parler de tels phénomènes. Mais ce qui les perturbait tous,
c'était le détail qui se glissait dans chaque récit, on disait qu'Agbo possédait désormais le pouvoir de guérir les malades. Si le fait qu'il soit revenu de l'au-delà pouvait être accepté, l'idée qu'il pouvait soigner des maladies incurables semblait impensable, une supercherie. Une rumeur. Mais personne n'osait tester. Pas encore. Jusqu'à ce que Shima ait une idée. Il pensait à son oncle, gravement malade depuis des années, son corps ravagé par une maladie incurable que les médecins n'avaient même plus de mots pour qualifier. L'hôpital était devenu sa maison, et la famille s'était résignée à l'attente de l'inévitable. Mais Shima, lui, refusait de se soumettre à cette fatalité. Il avait vu, il avait cru. Il savait ce qu'il avait vu dans les yeux du père de son ami. Il ne pouvait pas ignorer cela. Il devait essayer. Un jour, Shima se présenta chez son ami Ojo, le visage grave, l'urgence dans la voix. Mon oncle est à l'hôpital. Il est condamné. Les médecins ont abandonné son cas. Mais si ton père peut vraiment guérir les malades. Il laissa sa phrase en suspens. Ojo le fixa, comprenant immédiatement ce qu'il demandait. Tu veux qu'on en parle à mon père? Oui. Sans attendre, ils allèrent trouver Agbo et lui exposèrent la situation. Il les écouta attentivement, les traits impassibles, puis hocha lentement la tête. Je ne peux pas refuser. Shima sentit un immense soulagement l'envahir. Merci. Alors, on peut organiser une visite? Mais Agbo secoua la tête. Non. Je ne peux pas me déplacer. Shima cligna des yeux, déconcerté. Pourquoi? Je l'ignore? Mais quelque chose en moi me dit que je dois soigner ici, dans ma maison. C'est une certitude. Mais mon oncle est trop faible pour voyager. Protesta Shima, désemparé. Alors trouver un moyen de le ramener. Son ton était sans appel. Ce n'était pas négociable. Shima n'avait pas le choix, il devait convaincre sa famille. Le lendemain, il se rendit chez ses proches, le cœur battant. J'ai trouvé quelqu'un qui peut soigner mon oncle. Les adultes le regardèrent avec une méfiance palpable. Tu parles du père de tes amis, demanda un cousin. Oui. Il a un don. Il peut le sauver. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Puis l'un des aînés haussa les épaules. Shima, des médecins expérimentés ont échoué. Tu crois qu'un homme revenu d'entre les morts va réussir? J'y crois. Mais son assurance n'ébranla pas leur scepticisme. Nous avons tout tenté. Laisse ton oncle partir en paix. Shima sentit la colère monter. Pourquoi refuser une dernière chance? Parce que c'est une folie. Un feu s'alluma dans ses yeux. Si vous ne voulez pas essayer, moi, je le ferai. Il tourna les talons et sortit, la détermination chevillée au corps. Sans perdre de temps, il alla voir Ojo, Dario et Ekpo. Ma famille refuse. Mais moi, j'ai foi en Agbo. Aidez-moi à rassembler de l'argent pour organiser le transfert de mon oncle. Touchés par sa ferveur, ses amis acceptèrent sans hésiter. Ensemble, ils se lancèrent dans une quête désespérée, prêts à tout pour accomplir l'impossible. Le lendemain, Shima, accompagné d'Ojo et Dario, se rendit à l'hôpital, le cœur battant. Il se planta devant les médecins, son regard brûlant d'une détermination sans faille. Je veux déplacer mon oncle. Les médecins échangèrent un regard perplexe. Où voulez-vous l'emmener? Chez quelqu'un qui peut le guérir. Un silence sceptique s'installa. Ce genre de transfert était interdit. Mais dans ce cas précis, il savait que le patient n'avait plus d'espoir. Après de longues discussions, ils finirent par céder. Si vous insistez, vous devez signer une décharge. Sans hésiter, Shima s'empara du document et apposa sa signature. Puis, avec l'argent récolté, il paya une ambulance. Avec l'aide de ses amis, il transporta son oncle mourant jusqu'à la maison d'Agbo. À leur arrivée, Agbo les attendait. Il observa longuement le vieil homme, ses yeux plissés analysant chaque signe de souffrance. Puis, sans un mot, il se détourna et s'enfonça dans la forêt. Les heures passèrent dans une tension insoutenable. Quand il revint enfin, il portait un amas d'herbes et de racines aux senteurs envoûtantes. Il broya, mélangea, écrasa, transforma. Une tisane fumante fut préparée, des cataplasmes furent appliqués, et dans un murmure mystérieux, il prononça des paroles que nul ne comprenait. Il doit rester ici 3 jours. L'attente commença.
Le premier jour, son état semblait inchangé. Le deuxième jour, sa respiration se fit plus calme. Le troisième jour, au lever du soleil, il s'assit seul dans son lit. Shima, entrant avec un bol d'eau, s'arrêta net, le souffle coupé. « Tonton, tu es assis ?» Le vieil homme hocha la tête avant de porter une cuillère de bouillie à sa bouche. « Et je mange. » Shima sentit une vague de frissons parcourir son échine. C'était un miracle. Pendant ce temps, la famille de Shima, furieuse, fit irruption à l'hôpital. « Où est-il ? Votre neveu l'a déplacé. Et vous avez laissé faire ?» Le médecin demeura impassible. Son état était désespéré. Il a signé une décharge. Nous avons respecté sa décision. La famille bouillait de rage. Nous allons porter plainte. Le médecin soupira. Pour quel motif ? Votre frère était condamné. S'il est vivant, alors peut-être devriez-vous vous demander comment. Un silence tendu s'abattit. Puis, sans un mot de plus, ils partirent. Ils allaient exiger des comptes à Shima. Ils arrivèrent chez Agbo, le cœur chargé de colère, prêts à exiger des comptes. Mais lorsqu'ils franchirent le seuil et virent leur frère, autrefois mourant, assis sur son lit, le teint revenu, une cuillère de bouillie à la main, leurs voix se figèrent. Le silence pesa lourdement. Agbo, calme, leur adressa un sourire paisible. Il lui reste encore quelques jours avant d'être totalement rétabli. La tension s'effondra d'un coup. Certains s'agrippèrent au mur, d'autres tombèrent à genoux. C'est un miracle. Les larmes coulèrent librement. Les mains tremblantes, ils remercièrent Agbo avec une ferveur sincère, puis se tournèrent vers Shima, honteux. Nous avions tort. Tu as sauvé notre frère. La rumeur enfla comme un feu attisé par le vent. Agbo, l'homme revenu d'entre les morts, avait guéri un mourant. Les sceptiques devinrent curieux, les curieux devinrent croyants. Bientôt, sa maison ne désemplit plus. De tous les horizons, on afflua, porteur d'espoir et de souffrance. Mais ce qui frappait plus encore que ses guérisons, c'était sa philosophie. Lorsque la famille de l'oncle de Shima voulut lui offrir de l'argent en guise de gratitude, il leva la main pour les arrêter. Le don que j'ai reçu, je ne l'ai pas acheté. Je ne peux pas vendre ce qui m'a été offert. Sa voix, douce mais inébranlable, résonna profondément. Je ne fais pas commerce de la souffrance. Si quelqu'un veut me remercier, qu'il le fasse selon son cœur. Mais jamais je ne mettrai un prix sur la vie d'un homme. Ces mots marquèrent les esprits. Peu à peu, même dans les hôpitaux, un murmure osé se fit entendre. Allez voir Agbo. Bientôt, la nouvelle du pouvoir d'Agbo se répandit bien au-delà du village. De partout, des hommes, des femmes, des enfants affluaient vers sa demeure, porteurs d'espoir et de souffrance. Qu'ils soient pauvres ou riches, il les accueillait sans distinction. Il ne demandait rien, mais ceux qu'il guérissait refusaient de repartir sans lui exprimer leur gratitude. Certains déposaient de l'argent discrètement, d'autres lui apportaient des vivres, du bétail ou des étoffes précieuses. Un jour, un groupe d'hommes décida d'aller plus loin, ils lui construisirent une maison plus grande, plus solide, où il pourrait soigner davantage de malades. Ainsi, sans jamais chercher la richesse, Agbo devint un homme prospère. Ses enfants n'avaient plus à s'inquiéter de l'avenir, ils purent étudier sans contrainte. Mais lui restait inchangé. Fidèle à sa mission, il vivait humblement, n'aspirant qu'à une seule chose, soulager la douleur de ceux qui venaient à lui. Puis un jour, dans un village lointain, son oncle Bala entendit son nom prononcé. Ton neveu, revenu d'entre les morts. Il guérit les gens, aujourd'hui. Le vieil homme ne pouvait y croire. Il devait voir cela de ses propres yeux. Après un long voyage, il arriva chez Agbo. Dès qu'il le vit, il fut submergé par l'émotion. Mon fils ? Est-ce vraiment toi ? Agbo s'avança, l'étreignant avec force. C'est moi, mon oncle. Ils s'assirent et parlèrent des heures durant. Bala lui raconta tout, la trahison, l'empoisonnement, l'intervention du sage. De son côté Agbo revient aussi sur ses souvenirs, l'ombre de la mort, et l'acte de ses enfants et leurs amis et ce retour inexplicable. Dieu m'a rappelé à la vie, dit-il. Et il m'a donné une mission. Les yeux brillants de fierté, Bala hocha la tête. Tu es béni, Agbo. Il resta plusieurs jours auprès de son neveu, savourant chaque instant. Il l'accueillit avec tous les honneurs et lui offrit ce qu'il avait de meilleur.
Avant de repartir, il lui serra les mains avec émotion. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour nous. »« Moi non plus, mon oncle. » Ils se quittèrent, mais un lien invisible, indestructible, les unissait désormais pour toujours. L'histoire d'Agbo nous enseigne des leçons profondes et intemporelles. La jalousie est un poison mortel. L'ami d'Agbo, Lucien, rongé par l'envie, n'a pas hésité à commettre l'irréparable pour s'emparer de ce qu'il convoitait. Pourtant, son acte ne lui a apporté ni gloire ni richesse, mais une fin tragique. La jalousie est un feu qui consume d'abord celui qui l'allume. Elle aveugle, pousse à la trahison et finit toujours par se retourner contre son instigateur. Combien de vies ont été brisées par cette soif maladive de surpasser l'autre? L'histoire d'Agbo nous rappelle que ce sentiment ne mène qu'à la destruction. La trahison vient souvent de ceux en qui nous avons le plus confiance. Agbo partageait tout avec son ami, ses repas, ses secrets, ses espoirs. Pourtant, derrière cette façade d'amitié se cachait un serpent prêt à frapper au moment opportun. Ce récit nous met en garde contre une dure réalité, nous ne connaissons jamais vraiment ceux qui nous entourent. La prudence est de mise, surtout dans les moments de vulnérabilité. Si nous devons boire ou manger dans un lieu public, ne laissons jamais notre verre sans surveillance. Parfois, une simple inattention peut être fatale. La justice finit toujours par triompher. Bien que plongé dans les ténèbres de la mort, Agbo en est revenu, plus fort que jamais. Ce qu'il avait perdu, la vie le lui a rendu au centuple. Son histoire prouve qu'aucun crime ne reste impuni et qu'un destin brisé peut parfois se reconstruire de manière inattendue. Mais n'oublions pas que tous n'ont pas cette chance. Combien de victimes de trahison ne reviennent jamais? La prudence et la vigilance sont nos meilleures armes pour éviter de sombrer. Ainsi s'achève l'histoire d'Agbo, l'homme qui, après avoir échappé à la mort, trouva sa véritable mission, guérir et éclairer le monde de sa sagesse. Si vous avez aimé cette histoire, écrivez sur les commentaires, la jalousie est un feu qui consume d'abord celui qui l'allume. Merci, je vous attends dans les commentaires.